Mesdames et messieurs, bienvenue au journal international de la télévision Tchad 24 internationale. Le Forum de Bao pour l'Asie a entamé sa conférence annuelle mardi à Bao, dans la province insulaire de Aïna. À Tourigui, Marie-Noël nous fait le point. Lors de la première conférence de presse du Forum tenue mardi matin, l'organisateur a déclaré que la conférence de cette année avait attiré près de 2000 participants venus plus de 50 pays, dont des dirigeants et de hauts responsables gouvernementaux, des chefs d'organisations internationales et régionales, ainsi que les chefs de file industriels et universitaires de renom. Axé sur le thème « Un monde incertain », la solidarité et la coopération pour relever le défi, la conférence annuelle tiendra des discussions sur l'ouverture et l'inclusivité pour promouvoir le développement, des débats au sujet de développement et de l'inclusivité, la gouvernance et la sécurité, la région et le monde, et le présent et l'avenir seront organisés en marge de la conférence. Au cours des 3 dernières années, les thèmes de notre forum ont inclus le monde mot pour mettre en évidence les caractéristiques exceptionnelles de la situation internationale. Nous espérons que les discussions menées durant la conférence annuelle pourront favoriser la réflexion au sein de la communauté internationale sur la manière dont nous pouvons mieux balancer les propres intérêts et les intérêts communs, les intérêts à court terme et à long terme, pour faire en sorte que notre forum puisse jouer un meilleur rôle de plateforme. À présent, Shen Xiaoshu, directeur du département des affaires de Forum de Boao pour l'Asie. Lors de la conférence de presse, 2 rapports phases ont été publiés qui indiquent qu'en 2023, face à la morosité de l'économie mondiale et au risque de fragmentation de la mondialisation, l'économie asiatique continue de se redresser avec l'accélération de la production régionale, du commerce et de l'intégration d'investissements et financiers. Les rapports soulignent également que la capacité des économies asiatiques à résister aux chocs externes, la restructuration et la résilience des chaînes industrielles, le traitement des changements climatiques et la mise en œuvre des accords commerciaux régionaux sont 4 questions clés dignes d'une attention particulière. Le même jour, les sous-forums et les tables rondes, dont la ceinture et la route, partagent des opportunités de développement ont été organisés. L'ouragan Katrina reflète un racisme et un classisme profondément enracinés aux États-Unis. Cinéaste Madiam Hortense nous en dit plus. L'ouragan Katrina, un ouragan meurtrier qui a touché les États-Unis en 2005, était une catastrophe naturelle, mais a été également un reflet du racisme et du classisme qui a longtemps hanté le pays, selon un cinéaste américain. L'ouragan Katrina a touché terre sur la côte de la Louisiane le 29 août 2005, faisant plus de 1800 morts et déplaçant plus d'1 million de personnes. Dans le sillage de son passage, la communauté afro-américaine à la Nouvelle-Orléans a peiné à se rétablir. Edward Douglas, cinéaste originaire de la Nouvelle-Orléans, qui avait 13 ans lors du passage de Katrina, a mis 7 ans relatant des histoires de ses pères qui ont survécu à la catastrophe et en fait un documentaire intitulé « Bébé de Katrina » en 2022. Selon Douglas, l'ouragan Katrina n'était pas seulement un désastre naturel en termes d'impact et de rétablissement. Les communautés des Noirs à la Nouvelle-Orléans ont été victimes de racisme et de classisme au cours du passage de Katrina et après son passage. Beaucoup de gens disent souvent que l'ouragan Katrina était un désastre naturel, mais ce qui est inhabituel, c'est la suite et le rétablissement après son passage. Si vous regardez des images d'archives prises depuis 2005, je ne pense pas que c'est une coïncidence que vous ne voyez que des Noirs et des personnes défavorisées mourir dans les rues, que vous les voyez appeler à l'aide sur leur toit ou vous les voyez sur un pont pendant 3 jours. Je ne pense pas que c'est une coïncidence que vous ne voyez pas trop de personnes blanches, a-t-il fait remarquer. Je me rappelle que j'avais 13 ans pendant la tempête et que lorsque l'ouragan a touché terre, j'étais revenu à l'école. J'ai été déraciné, tout le monde l'était, et la plupart d'entre nous étaient allés à l'école juste après la tempête. Il n'y avait pas de consultation psychologique, rien. En revanche, d'autres enfants qui sont venus de la communauté riche, de banlieue ou qui sont blancs, leur expérience n'était pas comme ça.
J'ai appris qu'ils avaient des conseils psychologiques, que des gens étaient venus en leur aide et qu'ils s'en étaient sortis plus tôt, a-t-il dénoncé. Le président Joe Biden émet une déclaration d'urgence pour l'État de Mississippi. Yessit Koingar nous fait le point. Le président Joe Biden a émis une déclaration d'urgence pour le Mississippi, mettant ainsi des fonds fédéraux de la disposition des zones les plus durement touchées. Tandis que les habitants des zones rurales essaient de se mettre de la tornade dévastatrice de vendredi dans le Mississippi, des millions d'Américains sont toujours menacés par plusieurs tempêtes dans le sud-est du pays. La Géorgie a été affectée dimanche par des grêlons de la taille de balles de golf. La veille de tornade dans cet état a expiré, mais une veille d'inondation est toujours en place. Le gouverneur Brian Kemp a déclaré l'état d'urgence en avertissant les habitants qu'ils pourraient être confrontés à une situation menaçant leur vie. Ailleurs, les Tanzans sont en état d'alerte alors que des tempêtes se développaient dimanche avant de se diriger vers les États affectés par la tornade meurtrière de vendredi, notamment le Mississippi et l'Alabama. Certaines régions du centre de l'Illinois et de l'Indiana sont également menacées. Cette situation n'est pas inhabituelle. Les États-Unis connaissent le plus grand nombre de tornades de tous les pays du monde. Cependant, cette année a déjà démarré avec une activité historique. L'une des raisons pourrait être que des températures plus élevées que la moyenne dans le golfe du Mexique alimentent les phénomènes météorologiques violents dans le sud-est du pays. Le manque des produits agricoles au marché de Fomboni Moéli, grenier des îles Comores. Romaric Majestan nous fait le reportage. En cette première journée du mois sacré du Ramadan, les images parlent d'elles-mêmes. Les produits agricoles, notamment bananes, manioc, taro et autres, sont en manque dans le grand marché de la capitale molovienne. Très prisé en ce mois sacré du Ramadan, cette situation est plutôt inquiétante. Étant donné le début du mois, un manque causé par l'acheminement quantitatif de ces derniers vers les îles Sœurs, Azuén et Ngazidja. Un phénomène qui ne facilite pas le quotidien de la population moloyenne, victime du choix des agriculteurs de la place. Les autorités insulaires, particulièrement la mairie de Fomboni, envisagent de mettre en place des mesures strictes durant les 10 premiers jours de ce mois sacré pour le bien-être des Moloyens, malgré les efforts du chef de l'État pour promouvoir le domaine agricole. Particulièrement ici à Moloyi, les résultats sont loin d'être satisfaisants. Face à cette problématique, les agriculteurs moloyens doivent réfléchir ensemble sur ces points afin de s'adapter au changement climatique qui sévit pour qu'ils puissent répondre pleinement aux attentes de la population. Étant le grenier des îles. Un dernier élément avant de boucler cette édition, Wang Yi, directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, PCC, a rencontré lundi le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ASEAN, Kao Kim Hoon. Chelza Rodrigue nous en dit plus. Monsieur Wang, également membre du bureau politique du comité central du PCC, a félicité Kao Kim Hoon pour sa prise de fonction en tant que secrétaire général de l'ASEAN et l'a remercié d'avoir fait de la Chine la première étape de ses visites dans les pays non membres de l'ASEAN. En tant que plus grand voisin de l'ASEAN, la Chine a toujours soutenu l'ASEAN de manière sincère et désintéressée, a déclaré M. Wang. Ajoutant que les nouvelles circonstances, la Chine continuerait de soutenir fermement l'intégration et l'édification de communautés de l'ASEAN, son indépendance stratégique et sa solidarité pour le développement ainsi que le maintien de l'architecture de coopération régionale axée sur l'ASEAN. Il a ajouté que les deux parties devraient se donner la main pour faire avancer la noble cause de la modernisation pour plus de 2 milliards d'habitants en Chine et dans les pays de l'ASEAN. Les deux parties doivent promouvoir l'alignement et la coopération entre l'initiative, la ceinture et la route. Et les perspectives de l'ASEAN sont sur l'Indo-Pacifique, construire un territoire commun caractérisé par la paix, la tranquillité, la prospérité, un bel environnement et l'amitié et forger une communauté d'avenir partagée Chine-ASEAN plus étroite, a indiqué M. Wang.
Kao Kim-hoon a pour sa part expliqué que la Chine était un bon voisin et ami de l'ASEAN ainsi qu'un partenaire de coopération fiable à long terme, ajoutant que la coopération bilatérale bénéficiait de fondements profonds, de vastes domaines de coopération et des résultats fructueux. L'ASEAN est disposé à approfondir son partenariat stratégique global avec la Chine, à maintenir conjointement la paix et la stabilité régionale et à renforcer la coopération dans le commerce, les investissements, l'économie numérique et le développement vert, a-t-il poursuivi, exprimant sa volonté de travailler avec la Chine pour promouvoir la transformation énergétique, renforcer la connectivité et les échanges interpersonnels et libérer le potentiel de coopération afin de faire avancer davantage les relations bilatérales. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition internationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme.